Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère, héritiers, propriétaires de ressources naturelles, célébrons l'appartenance plutôt que la rareté. Bonjour, bienvenue dans Masolo et responsabilitarisme, une première émission de philosophie politique en Afrique centrale. Balobaki na biso no kwanga totikela bateke po bango bakolo kwanga to boyaki te totikaki. Kasi kwanga ngo yango eseni ni ebeli siko ifo biso nyonso tosani ni tolia. Soki boboyi tolia seka wane komi likambo musoso. Merci beaucoup pour aujourd'hui, pour ce nouveau numéro. Nous sommes sur les plateaux de Absi TV pour la chaîne du changement avec les professeurs Arsène Mouezi, une fois de plus encore. Alors, monsieur Arsène Mouezi, bonjour. Bonjour Gouvé. Alors, pour ces grands jours, vous êtes en forme? Absolument en forme. Aujourd'hui, vous n'êtes pas accompagné, vous êtes seul? Oui, les aléas du temps ont fait que je ne suis pas accompagné. Nzelo tambono, tambono malamu. Sans problème. D'accord, monsieur Arsène Mouezi, merci beaucoup. Monsieur Arsène Mouezi qui est devant nous, professeur de son état, écrivain également, mais va encore se présenter une fois de plus devant nos très chers téléspectateurs. Et donc, comme vous avez dit, c'est Arsène Mouezi. Je suis enseignant de mathématiques au secondaire. Je suis également essayiste, j'écris des essais. Et je suis aussi, je dirais, comment dire, j'aime la philosophie, mais que je fais comme autodidacte. Okay. Voilà. Très content. Nous rappelons que M. Arsène Mouezi est écrivain, comme on vous l'a dit, et il a à son actif beaucoup de livres déjà écrits dans plusieurs bibliothèques ici à Kinshasa. On trouve ces livres. On a des livres tels que L'école responsabilitariste, on a les vrais et faux problèmes de justice sociale. On a, voilà, on a plusieurs livres. Alors, M. Arsène Mouezi, la fois dernière, nous étions avec vous et vous nous avez annoncé une très bonne nouvelle. Alors, à titre de rappel, est-ce que vous pouvez nous rappeler encore, c'était quoi cette très bonne nouvelle que vous nous avez apportée la fois dernière? C'était au sujet de cette grande question qui taraude les grands esprits à travers le monde. C'est les limites du capitalisme libéral. Eh bien, il est clair maintenant que le capitalisme libéral qui prétendait résoudre tous les maux du monde, le chômage, les guerres, la pauvreté, eh bien, une fois qu'il a vaincu, qu'il a remporté sa bataille contre le socialisme, le communisme plus exactement, et voici, c'est depuis 1989 que le mur de Berlin est tombé, il est resté presque tout seul. Mais c'est clair maintenant que lui non plus n'est pas capable de résoudre le problème du monde comme il le prétendait. Et donc, les grands esprits cherchent à trouver une alternative à la fois et au socialisme et au capitalisme libéral. Et la bonne nouvelle que nous apportons aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, nous avons trouvé une alternative à ces deux doctrines, et c'est le responsabilitarisme. Voilà donc la bonne nouvelle que j'apporte. Ok. Monsieur Arsène, vous nous parlez de responsabiliser les citoyens. Vous ne nous parlez pas seulement de la RDC, mais vous dites dans vos propres mots, avec toutes les nations, tous les pays, responsabiliser les citoyens. Donc le message que vous nous apportez aujourd'hui n'est pas uniquement pour les Congo, c'est-à-dire les États-Unis qui nous suivent, le Canada, la France, l'Afrique du Sud ou encore la Tanzanie, peut suivre cette doctrine et la mettre en pratique? Mais absolument. Une idéologie n'a pas une vocation nationale, en tout cas pas a priori. C'est pour ça que vous avez partout au monde des partis libéraux, des partis socialistes, parce que le libéralisme, en tant que doctrine, elle est standard, elle est neutre. C'est pareil pour le socialisme, c'est pareil. Au fait, c'est quoi une idéologie? C'est une manière d'organiser la société, les sociétés humaines, le monde en général. Okay. Et donc, par conséquent, et ça c'est valable, les recettes que l'idéologie donne sont valables pour la planète entière. Et donc, le responsabilitarisme apporte ces solutions pour résoudre les problèmes aussi bien des pays, des nations, que les problèmes du monde entier, qui sont en réalité les mêmes, contrairement à ce que les petits peuples pensent. Ok. Alors, je pose toujours à titre de rappel, nous allons poser la question. Vous avez parlé de la société responsabilitariste. Alors, vous allez nous aider à savoir exactement c'est quoi la société
responsabilitariste? Alors, j'ai dit tantôt que le responsabilitarisme est une doctrine qui est fondée sur la responsabilité, avec le verbe responsabiliser, l'action, la responsabilisation et le mot responsabilité. Vous avez là déjà les décors. Parce que l'idée, au fait, c'est quoi? L'idée, c'est de responsabiliser tous les citoyens. Vous voyez? Donc, il y a des choses, des conditions qu'il faut remplir ou des actions qu'il faut faire pour responsabiliser tous les citoyens. Eh bien, une fois qu'on aura fait tout ça, vous avez là l'image de la société de responsabilité qui émerge. Et donc, c'est quoi la société responsabilitariste? C'est la société dans laquelle aucune personne n'a de raison de se plaindre de son sort. Je peux le dire autrement. Donc, la société responsabilitariste, c'est la société qui est organisée de telle manière que je sois heureux ou malheureux, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Impossible pour moi d'accuser l'autre pour justifier ce qui ne va pas chez moi. Donc c'est ça la société responsabilitariste. Et je peux encore dire en dernier lieu, j'avais évoqué la définition numéro 7 qui est dans le livre La société responsabilitariste. Eh bien ça vient éclairer davantage. Donc la société responsabilitariste, c'est la société où on a identifié de manière claire l'ennemi public numéro 1 de toutes les sociétés du monde, qui n'est autre que le bouc émissaire. Donc c'est lui qu'on tue et on se bat pour le garder au cimetière. Alors ça, c'est vraiment animatique parce que ça laisse la place aux détails. Quand nous viendrons plus tard sur les détails, quand on aura fait tout ce qu'il faut faire pour responsabiliser les gens, chaque citoyen dans tous les pays, nous verrons que c'est bizarre. Lorsque tout le monde est responsabilisé, eh bien, quel que soit mon sort, même si je suis au chômage, je ne peux m'en prendre à personne d'autre, sinon à moi-même. Vous voyez, ça veut dire que le chômage pourrait continuer d'exister, mais moi, je ne pourrais plus accuser personne dans ce monde. Parce que la société responsable a identifié le véritable ennemi public, qui n'est autre que le bouc émissaire. Alors, je réserve la suite pour Merci un beaucoup. peu plus tard. Vous nous suivez depuis Absi TV, la chaîne du changement. Nous sommes Masolo, il y a responsabilitarisme. Alors, Monsieur Arsène, il y a une grande question. Nous aimerions savoir quand même, vous parlez de cette bonne nouvelle qui est le responsabilitarisme, mais nous voulons quand même savoir quels sont les premiers grands changements qu'apporte le responsabilitarisme pour transformer le monde et voir un nouveau changement dans le monde. Ah, ça c'est une très bonne question, effectivement. Alors, qu'est-ce que Parce qu'il y avait, avant le responsabilitarisme, il y avait deux grandes doctrines. Il y a le capitalisme libéral qui était là. Plus tard est venu le socialisme, surtout dans la version de Karl Marx, les communistes, le communisme. En fait, ce qu'il y a au départ, c'est que le monde a des problèmes. Nos sociétés ont des problèmes. Les sociétés humaines, la coexistence humaine, ça veut dire le fait que moi je dois vivre avec toi, avec l'autre, avec le Rwandais, avec l'Américain, avec le Français, sur la même planète, pose des problèmes. Alors, comment les résoudre? Comment rendre notre coexistence pacifique, aisée, facile, bonne? Eh bien, c'est par rapport à ça que le capitalisme libéral avait donné une première solution, et donc qui est en gros l'idée qu'il faut bâtir la société sur la liberté. Vous voyez? Et à cela, en 1848 est apparu un grand livre, le Manifeste du Parti communiste, dans lequel Karl Marx et Engels ont proposé au monde une solution différente. Donc, ils avaient trouvé que, bon, c'est vrai, le problème était là, il était réel, mais ils ont contesté les solutions qu'apportaient les solutions du communisme, du capitalisme. Et donc, Marx et Engels ont proposé une organisation nouvelle de la société, et c'est ça qu'on appelle en gros le communisme ou le socialisme dans la version soft. Alors, c'est là que nous arrivons, en tant que troisième grande doctrine au niveau planétaire. Alors, mais il y a une chose qui change complètement, c'est que jusque-là,
les deux autres qui nous ont précédés, les capitalistes et les socialistes, avaient un premier diagnostic du mal du monde, ce qui ne va pas bien dans notre monde. Eh bien, lorsque nous venons avec la doctrine responsabilitariste, la première chose que nous changeons, c'est les diagnostics. Nous avons recommencé les problèmes à zéro pour savoir, bon, c'est vrai que ce malade est allé à l'hôpital, on lui avait dit qu'il avait la malaria. Mais nous quand nous l'avons examiné, nous avons trouvé que, en fait, ce n'était pas la malaria, c'était tout simplement autre chose. Vous voyez, c'était du VIH. Vous voyez? Et donc, du coup, nous sommes capables de prescrire un autre traitement. Mais il est important de bien comprendre ce qui se passe ici. C'est que nous commençons par changer quoi? L'identification des problèmes, dans les diagnostics. Et c'est ça, ça s'appelle en science le changement de paradigme. Donc le premier paradigme qui change avec le responsabilitarisme, c'est que nous changeons, nous avons changé les diagnostics. Donc ce qu'on pensait être le problème de la société, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le bon problème qui était identifié. Et donc nous avons identifié de nouveaux problèmes. Nous avons identifié comme grands problèmes exactement 3. Vous voyez, donc oui. Alors, quels sont les grands problèmes? Quels sont ces 3 grands problèmes pour nous responsabilitaristes, qui se posent à travers la planète? Eh bien, c'est l'appartenance, c'est l'usage et les conséquences. L'appartenance, l'usage et les conséquences. Voilà. Seulement 3. Seulement 3. Ce sont là les véritables problèmes du Congo, les véritables problèmes du Cameroun, les véritables problèmes de la France, les véritables problèmes du monde entier. Non, mais M. Arsène, répétez un peu vos mots. Le monde connaît uniquement 3 grands problèmes. Il n'y a que 3 véritables problèmes. Les philosophes... Attendez, M. Arsène, où est-ce que vous mettez les différentes guerres dans le monde? Où est-ce que vous mettez les conflits entre nous, la RDC et le Rwanda? Où est-ce que vous mettez les conflits entre l'Ukraine et la Russie? Tous ces problèmes qui terrorisent le monde, les terroristes, on a l'économie qui ne marche pas à gauche et à droite, mais vous nous parlez de 3 problèmes et vous ne citez ni l'économie ni la guerre à l'intérieur. Eh bien, au fait, quand vous me demandez qu'est-ce que nous apportons comme premier grand changement, ma réponse se situe à 3 volets. Donc, il y a le volet énumération. Je vous ai énuméré les problèmes que nous avons identifiés comme étant les véritables problèmes. Il y a un deuxième volet, le volet contestation. Nous contestons, comme je dis tantôt, les diagnostics faits précédemment. Okay. Et puis, en troisième lieu, il y aura à ce niveau-là, je vais vous expliquer ce qui se passe par rapport aux problèmes que tu viens de citer, qui ne sont que des semblants de problèmes ou encore des faux problèmes. Vous vous souvenez, à l'émission la fois passée, mon collègue l'époque Fleury, vous avez dit qu'il y a des vrais faux problèmes. En fait, les guerres, je sais que le Congo, on est en pleine tension avec le Rwanda, c'est ça le drame. Vous allez passer toute une existence à résoudre de faux problèmes, la guerre, alors que les vrais problèmes restent non identifiés. Okay. Et comme on ne l'a pas identifié, on ne l'a même pas encore traité. Donc, il faudrait que je vous dise là, à ce niveau ici, que les guerres et tout ça, ce ne sont que des faux problèmes ou des semblants de problèmes, mais le véritable est ailleurs. Et en l'occurrence, si nous résolvons correctement le problème de l'appartenance, que je vais peut-être expliquer pour une meilleure compréhension, nous verrons que cette affaire de guerre va se résoudre, pour ainsi dire, tout seul. Et c'est ça la magie d'identifier correctement la maladie. Une fois qu'on a identifié bien la maladie, eh bien, on va résoudre, on va donner le traitement qui convient. Lorsque vous parlez de la disparition de la guerre en RDC ou encore des guerres dans le monde, mais il y a quelques bonnes années passées, les penseurs du libéralisme nous ont promis la même chose. Exactement. Ils nous ont promis la même chose. Vous avez un malade, n'est-ce pas, qui va à l'hôpital. On a diagnostiqué la malaria. On lui a prescrit un traitement. Je viens de vous dire que nous avons recommencé le tout à zéro
nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas la malaria, c'était le VIH. Et puis vous voyez, c'était donc, ce n'est pas étonnant que le capitalisme ait échoué à mettre fin aux guerres dans le monde. Okay. Parce qu'ils étaient en train de traiter une fausse maladie. Vous voyez? Et donc nous avons la prétention d'avoir identifié correctement la maladie, qui est le VIH, et qui s'appelle, comme je dis, l'appartenance, l'usage et les conséquences, que je vais peut-être expliquer un peu en détail. Eh bien, rassurez-vous, quand nous allons les résoudre correctement, rien à faire, les hommes pourront enfin vivre comme des êtres humains, comme des hommes avec grand H. Parce que en vérité, c'est une chose honteuse que l'homme, fait à l'image de Dieu, soit encore à faire la guerre à l'autre homme. Et ça, c'est vraiment rien qu'à y penser, on est triste. Je ne peux pas concevoir qu'en c'est 2023 que nous sommes, 2023. Le 3e millénaire. Nous en sommes encore à nous faire des batailles comme les plus vieux primitifs. Mais pourquoi? Parce que nous avons mal identifié les problèmes. Si vous voulez, je vais expliquer un peu ces 3 problèmes-là. Okay. C'est quoi l'appartenance? C'est simplement une question. À qui appartiennent les ressources naturelles, humaines et physiques qui permettent la vie sur Terre possible? C'est ça le problème de l'appartenance. Et je répète, à qui appartiennent les ressources naturelles, humaines et physiques qui permettent la vie sur la Terre? J'explique encore un peu. Au fait, c'est quoi la vie? Quand nous naissons, d'ailleurs l'expression dit il a mis un enfant au monde. Vous voyez? Donc la vie c'est au monde, c'est sur Terre. Mais la Terre c'est quoi? La Terre c'est l'eau, la Terre c'est l'air, la Terre c'est la terre, pour dire. Donc en ville, si vous êtes né, on suppose que vos parents ont une maison où ils vont vous amener un peu à la maternité. Sinon vous êtes né hors du monde. C'est comme les enfants chez Guy. Quand ils mettent au monde un enfant, cet enfant est né où? On parle automatiquement des enfants de la rue. Ah bien vous voyez? Bon maintenant regardez, même quand vous avez un parent qui est locataire, vous voyez? Bon, en tout cas s'il est établi qu'il n'a pas un autre espace sur cette terre que c'est la maison qu'il loue, ça pose un problème. Est-ce que vraiment il habite, il est dans ce monde? Ou bien s'il est dans ce monde, est-ce que vraiment le monde lui appartient? Okay. Bon, maintenant, son enfant a comme plus forte raison. Est-ce que moi, l'enfant qu'il vient d'avoir là, il l'a mis au monde? Ce n'est pas sûr. En fait, la réponse serait non. Quand nous disons qu'il a mis un enfant au monde, nous mentons parce que cet enfant, le monde est déjà occupé. Okay. Le monde est déjà divisé en autant de portions de terre. Au niveau global, je voulais dire au niveau des nations, ce sont les pays. Vous voyez? Donc, il y a les Congolais, les Rwandais, vous voyez, les Angolais, les Centrafricains, les Français, les Canadiens, tout ça. Donc, quand l'enfant naît, il est né sur une portion qui a déjà été divisée. Donc, il faut déjà savoir si cet enfant est vraiment né au monde ou pas. Pour que l'enfant naisse au monde, il faut que le monde en question soit disponible. Alors, le monde, c'est quoi? C'est pourquoi quand nous parlons de l'appartenance des ressources naturelles, humaines et physiques, on peut dire de manière simple que il y a un bagage naturel, vous voyez, ou encore il y a un capital de départ qui constitue le monde, qui constitue la Terre. C'est ce capital qui permet à l'être humain de vivre sur la Terre. Nous devons dire à qui est-ce que ce monde appartient, à qui est-ce que la Terre appartient. Quand nous aurons répondu de manière correcte à cette question-là, à qui le monde appartient-il, à qui la Terre appartient-elle, eh bien, je vous rassure, vos histoires de guerre vont complètement se résoudre. Parce que nous avons résolu le vrai problème qui est l'appartenance du monde par rapport aux êtres humains. Et les réponses, si vous voulez, je peux vous faciliter la compréhension de vos téléspectateurs. Non, mais attendez, M. Arsène, c'est-à-dire les problèmes tels qu'énumérés aujourd'hui, avec la solution que vous apportez. Donc vous dites que voilà, si le gouvernement américain, tanzanien ou encore français vous invitez pour instaurer ce système chez eux, c'est-à-dire ils auront moins de problèmes que tout le reste des gouvernements. Mais c'est clair. Au fait, là, quand nous apportons cette solution, elle doit être portée à 2 niveaux. Au niveau des États-nations, mais c'est vrai que ça sera de manière provisoire. À terme, la réponse doit être donnée au niveau planétaire.
Parce que quand je dis à qui appartient la terre, vous voyez, elle est d'office mondial. Mais puisque la terre est déjà divisée en pays, on peut commencer par poser la question au niveau des États, à qui appartient les ressources naturelles, simplement. On pourra dire Pour après RDC, de chaque par pays, exemple. voilà. À qui appartient les ressources de la RDC? Vous voyez? Quand nous répondons de manière claire, la réponse ne doit pas être simplement théorique, elle doit être théorique et pratique. Si nous disons qu'elles appartiennent par exemple à tous les Congolais, il faut que dans la pratique, on puisse voir que c'est vrai. Vous voyez? Et donc c'est de la même manière, à part quand on va répondre à cette question-là, après on va dire, qu'en est-il de leur usage, de l'usage de ces ressources naturelles qui permettent la vie sur la Terre? C'est la deuxième question, c'est le deuxième grand problème. Quand nous allons répondre de manière claire à ça, que non, ou bien on peut les utiliser comme on veut, ou bien on doit les utiliser de cette manière-ci, l'ordre sera automatiquement établi. Et enfin, le troisième problème, les conséquences, c'est aussi une question. Qu'en est-il des conséquences qui résultent de l'usage des ressources naturelles? Lorsque nous utilisons les ressources de la terre, n'est-ce pas? Quand quelqu'un crée une usine, par exemple, cette usine, vous voyez la fumée qui monte, il est en train de polluer. Il pollue quoi? L'air. Vous voyez? Eh bien, ça pose un problème mais cette personne qui utilise les ressources crée des conséquences. Ces conséquences, qu'en est-il? En fait, c'est qui doit les assumer? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est quelques-uns? Est-ce que c'est un seul? Voilà les questions qui sont liées aux conséquences. Donc, en gros, voilà les trois nouveaux problèmes que nous avons identifiés. Alors, maintenant, s'il y a un peu de temps, je pourrais dire quels étaient les anciens problèmes. Oui, le temps justement nous identifiés. est imparti. Merci, M. Arsène. Alors voilà, nous parlons avec un grand penseur, nous nous permettons de dire cela. Awa izaba débat ya kwangana dendote. C'est-à-dire au vandi na yo, ono coach wana bongisa ki match bente fallait jouer wana beta boy. Alors que souffle na yo kuto yo ta même pas na terrain. Et aussi par discussion na biso ya ba coin avenue, to memi yango tina kata politique pour nous diriger mboka mobimba. Ono fallait président Salabwe. Fallait ministre wana do babé, fallait kingana Salabwe. Et toutes ces choses sans savoir à quel niveau exactement les véritables problèmes se situent. Avec M. Arsène Tozomona, comment est-ce que nous pouvons restaurer toute une nouvelle doctrine Nakati Yamboka? Alors, M. Arsène, une toute petite question de curiosité. Ce qui ministre moko politicien congolais lui azor lokola conseiller stratégique et politique naé. Est-ce que à cause de la bienvenue ton Je vais répondre de manière indirecte. Je fais œuvre des penseurs. Donc les penseurs, son boulot, c'est de penser. Je pense encore au pape Jean-Paul II qui disait « Le monde va mal parce que les penseurs ne pensent plus ». Je fais mon travail de penseur. Ça veut dire que je mets la doctrine à la disposition des hommes politiques. Vous voyez? Donc, s'ils veulent, ce qui est important pour moi, c'est s'ils veulent l'appliquer, je suis à leur disposition. Mais s'ils ne veulent pas, c'est arrivé avec Karl Marx, lorsqu'il exposait la société communiste, et les gens avaient peur, eh bien lui-même a mis la main à la pâte. Ils ont créé le parti communiste. Et donc, nous sommes également prêts à mettre la main à la pâte. Si les gouvernants ne sont pas intéressés, parce que généralement, ils ont peur, au fait. Hein. Je t'assure que j'ai déjà eu quelques contacts comme ça. J'ai partagé l'un ou l'autre. J'ai vu la peur de dire, waouh, mais attends, mais qui a déjà fait ça? Et puis, bah, donc c'est l'idée de dire, mais attendez, du Congo ici, est-ce qu'il peut naître une chose nouvelle? Merci, M. Arsène. Nous attendons des invitations venant de vous. Vous avez des conférences, des séminaires, des ateliers de travail. N'hésitez pas à nous contacter. Nos différents numéros sont affichés au bas des écrans pour avoir M. Arsène. Et n'oublions pas que M. Arsène, c'est un professeur. Il a besoin de vos différents soutiens financiers tant que matériels pour lui permettre de continuer avec la campagne ou encore la sensibilisation de cette nouvelle doctrine qui prend naissance ici au pays et qui va continuer partout dans le monde jusqu'à être instaurée comme véritable doctrine que l'humain va utiliser pour une vie meilleure. Monsieur Arsène, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de votre passage aujourd'hui à la télévision? Eh bien, que nous sommes en train de vulgariser le responsabilitarisme ou la société responsabilitariste, qui n'est rien d'autre que la société dans laquelle aucune personne n'aura des raisons de se plaindre. Et spécialement aujourd'hui, nous avons exposé les grands problèmes que nous voulons, les grands changements que nous apportons, c'est que nous avons changé les diagnostics. Là où les anciens, les libéraux, les socialistes, et même tous les grands penseurs du monde, les Hayek, les Jean-Paul Sartre, les David Hume,
le Keynes, et même aujourd'hui le Amartya Sen et le Stiglitz. Tous ces gens-là, ce beau monde pense que les grands problèmes du monde, c'est la rareté, l'égoïsme et le pluralisme. On appelle ça en philosophie les circonstances de la justice. Eh bien, nous venons d'expliquer que c'est une erreur, c'est un mauvais diagnostic et nous avons proposé notre diagnostic pour dire que ce n'est ni la rareté le problème, ni l'égoïsme le problème, ni le pluralisme, c'est tout simplement l'appartenance, l'usage et les conséquences. Merci beaucoup de nous suivre et nous étions heureux d'être avec vous, Monsieur Arsène. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous êtes tout aussi nombreux à continuer de nous suivre. Merci à tous les enseignants du pays, comme ceux de l'Afrique en général, de continuer de nous soutenir et d'être ensemble avec nous. Nous vous disons un grand merci pour avoir suivi ces programmes et à la prochaine. Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère, héritiers, propriétaires de ressources naturelles.